Français Front de Gauche. Gilles Deguay pour Europe Écologie Les Verts, donc oui, je n'ai pas dit VRI, donc député du Loiret. Gilles Deguay, vice-président de la région Centre, Cap-21. Et donc Jean-Marie Bourvel, que je remercie d'autant plus, pas déjà parce que c'est Parti Radical de Gauche, et que j'ai des excuses. Vous avez peut-être vu sur mes invitations que normalement il y avait Mélanie Fortier, également conseillère régionale, qui devait intervenir. Il est arrivé un petit problème ce week-end à l'œil, elle peut ni conduire ni lire, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Elle est conseillère régionale et conseillère municipale de Tours, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Donc Jean-Marie a accepté donc, de la remplacer pour donc, le Parti Radical de Gauche. Donc merci à vous d'être présents. Merci à la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dont il y a au moins un représentant, je ne connais pas tous, mais de nous accueillir dans cette très belle salle des fêtes, que j'espère un jour on pourra remplir avec nos réunions. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu vide, j'avais toujours vu plein, ça fait elle est vraiment très grande. J'ai peut-être donc les excuses à vous apporter de la part de Christian Dumas, qui ne peut pas être là ce soir, donc maire d'Incré, de Jean Classeur, qui m'a demandé également de l'excuser, des conseillers municipaux d'Orléans, tous, parce qu'ils sont au conseil municipal, donc ils ne peuvent pas venir. Voilà, donc puis sans doute d'autres personnes. Donc je vais surtout donner la parole, donc j'ai oublié de présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que sur leur VLA, ils commencent à être connus, donc Mourad Tichard, donc correspondant de Libération, de Reuters, de l'Humanité, voilà, correspondant régional. Donc on a mis le panneau Libération, parce que sans ça, on remplissait le panneau qu'avec... donc qui a mis loin toute la soirée. Donc je vais lui laisser la parole, et puis vous souhaiter une bonne soirée. À tous. Le but de cette rencontre va être très rapidement de vous laisser la parole. Il va y avoir une intervention faite par chacun des intervenants de façon à situer un petit peu le débat au niveau de chacun des partis. Et ensuite, on va très vite passer au jeu des questions-réponses, sachant que sur ces questions énergétiques, il y a souvent tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger, on ne sait jamais vraiment si les choses sont faisables à court terme, à moyen terme ou absolument pas. Et je compte sur cet échange pour qu'on puisse réellement avancer dans une région où la question de l'énergie est surtout très importante et cache sans doute, et je pense que ça viendra au cours de la discussion, d'autres problématiques sociales. Je vais laisser la parole à Valérie Corre, qui va introduire avec son point de vue. Je ne sais pas si elle a choisi une problématique ou un court exposé qui peut introduire le débat. Merci Mourad, merci à tous d'être présents, merci au PRG et à toi Thierry, à la fois d'organiser cette réunion et de m'avoir invité. Alors non, j'ai effectivement plutôt choisi de poser le débat par rapport aux thématiques nationales, aux enjeux nationaux, et puis en finissant un peu sur où en est l'Assemblée nationale sur le sujet. En vous disant au préalable qu'à l'Assemblée nationale, il y a 8 commissions, dont une qui s'occupe du développement durable et de l'aménagement du territoire et qui est plus à même de traiter cette thématique de l'énergie, et que je n'en fais pas partie. Voilà, j'appartiens à la commission éducation et culture, donc c'est pas le domaine sur lequel à l'Assemblée nationale je travaille le plus, mais de fait un parlementaire et puis un militant politique, de toute façon, s'intéresse de fait à tous les sujets. Alors, moi je souhaitais juste rappeler effectivement le contexte national et puis les engagements, on en parlait avant d'ouvrir le débat, les engagements de François Hollande pendant la campagne présidentielle, et puis brosser un peu le débat tel qu'il a été posé en fait dans le cadre de la conférence nationale sur la transition énergétique en particulier. Donc le contexte, mais je l'apprends à personne, hein, c'est le fait que notre pays et le monde dans son ensemble fait face à des défis climatiques et énergétiques sans précédent, et que la lutte en fait contre le réchauffement climatique est à la fois une cause planétaire, européenne et française, mais qu'il faut aussi, et c'est comme ça qu'on a souhaité l'aborder, considérer en fait ces défis et cette lutte comme un levier pour un nouveau modèle de croissance
à la fois plus intelligent, plus durable et puis plus solidaire. Et donc, dans le cadre de la campagne électorale, on a effectivement acté la nécessité, c'était quand même acté depuis longtemps, mais un certain nombre de mesures ont été proposées. Donc, dans l'engagement de la transition énergétique, avec une stratégie fondée principalement sur deux principes, on va dire, l'efficacité et la sobriété énergétique, et puis une priorité donnée aux énergies renouvelables. Alors, je vous rappelle on va dire les trois principaux engagements d'Hollande là-dessus. C'est la préservation de l'indépendance de la France tout en diversifiant nos sources d'énergie avec la mesure un peu phare, hein, la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% à l'horizon de 2025. Le deuxième engagement fort, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est l'instauration d'une nouvelle tarification de l'eau, de l'électricité et du gaz, avec comme objectif de lutter contre la précarité énergétique, qui est quand même un des aspects forts des enjeux de nos concitoyens et du quotidien d'un certain nombre d'entre eux. Et puis, le troisième engagement fort était de créer un plan d'isolation thermique de qualité. Donc ça, c'était les engagements de campagne. Dès septembre, il y a le débat national sur la transition énergétique qui a été lancé lors de la conférence environnementale du 14 septembre, avec, on va dire, 4 questions centrales posées et qui, en fait, sont déclinées après à l'échelle de toutes les régions se saisissant du débat et portant le débat à l'échelle des territoires. Donc la première question tourne autour justement de l'efficacité énergétique et de la sobriété, avec justement toutes les thématiques sur quelle évolution de mode de vie, quelle production, quelle consommation, quel mode de transport, quel service énergétique. La deuxième question, la deuxième thématique, c'est justement le mix énergétique et surtout quelle trajectoire pour atteindre cet objectif de mix énergétique à l'horizon de 2025. La troisième question du débat, c'est le développement des énergies renouvelables et surtout quel choix et quelle stratégie de développement industriel et territorial. C'est à mon sens aussi un enjeu fort de ce débat. Et puis la quatrième question, et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le financement de cette transition, avec les aspects à la fois quel coût, quel bénéfice, et puis quel financement. C'est aussi des thématiques importantes, et j'y reviendrai, c'est un des sujets sur lesquels l'Assemblée nationale, ou en tout cas certains de nos groupes, ont commencé déjà à travailler. L'objectif au niveau du Parlement, en tout cas pour l'instant au niveau du gouvernement, et qui est un projet de loi, donc à l'initiative du gouvernement, à l'automne de 2013. Alors rapidement, vous dire les premières mesures ou les premiers engagements dans le domaine du climat et de l'énergie qui me paraissent importantes, toutes prises par le gouvernement, celles-ci. D'abord, un objectif fort de parvenir à l'accord global sur le climat lors de la conférence en 2015, et avec une volonté symbolique, mais qui n'est pas que symbolique, je pense, qui marque la volonté de s'engager, donc la volonté en tout cas de dire que la France est disponible pour accueillir cette conférence à Paris. Et on sait bien que les lieux, les pays recevant de fait s'engagent plus particulièrement dans les choses. Et puis l'engagement toujours de la France de défendre l'objectif de réduction de l'émission de gaz à effet de serre de 40% en 2030, puis de 60% en 2040 dans les prochaines discussions au sein des instances européennes. Dans les engagements d'Hollande, et j'en ai pas parlé, il y a la fermeture, vous le savez, de la centrale de Fessenheim avant la fin du mandat, avant la fin 2016, si je ne me trompe pas, avec déjà une personnalité qui travaille sur la concertation pour la reconversion du site. Un engagement fort et le rejet des propositions qui avaient sur la table du ministre quand elle est arrivée sur la non-exploitation des gaz de schiste dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la fracturation hydraulique. Un
programme d'investissement consacré aux véhicules propres, avec comme objectif de développer un véhicule consommant 2 litres d'essence aux 100 km. Le 6e point, moi, qui me paraît, il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai listé ceux qui me paraissaient les plus symptomatiques, on va dire, le lancement justement du plan de rénovation thermique pour rénover les logements, et en priorité des logements les plus mal isolés, et on sait qu'il y a vraiment matière là-dessus à travailler. Dans le cadre de la création de la banque publique d'investissement qui est en train de finir de s'installer, qui nationalement est créée, mais qui, dans ses déclinaisons régionales, est en train de s'installer, la mobilisation de cette banque publique dans les domaines de la rénovation thermique et de la maîtrise de l'énergie, hein, avec une volonté de flécher vraiment sur ce secteur-là. Et puis, le dernier engagement fort au niveau national, c'est le soutien aux différentes filières des nouvelles énergies, la filière éolienne, la filière solaire, etc. Et surtout, un engagement, je crois que c'est quand même aussi ça qui est important, un engagement à ne pas changer tous les 6 mois de politique sur ces sujets-là, d'arrêter les soubresauts dans ces secteurs-là. On sait que une des choses, au-delà de la non-volonté politique dans les dernières années du quinquennat précédent, sur ces secteurs-là, il y a eu en plus des contrefaces et des revirements qui ont mis à mal un certain nombre de secteurs. On peut parler du photovoltaïque. Et donc, il y a non seulement le soutien à ces secteurs-là, au développement de ces secteurs, mais surtout un engagement de pérennité de politique. Alors, on sait qu'on peut le dire et ne pas le faire, mais en tout cas, au niveau du Parlement, il y a une vraie volonté d'être assez vigilant sur le sujet. Quelques mots sur le financement, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la transition énergétique et de l'évolution énergétique sans parler de cet aspect-là. Moi, je crois vraiment qu'il faut utiliser la fiscalité environnementale comme étant un moyen d'inciter les comportements vertueux, ou à l'inverse, de dissuader les comportements néfastes en termes de consommation de ressources, d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Alors on sait bien qu'il y a des instruments fiscaux qui existent aujourd'hui dans toutes ces catégories-là à l'échelle de notre pays, mais qu'on n'est jamais allé jusqu'au bout de la réflexion et jusqu'au bout de cette fiscalité. À titre de comparaison, en France, la fiscalité environnementale représente 4% des prélèvements obligatoires, alors qu'en moyenne, à l'échelle de l'Europe, c'est 6%. Donc on voit ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, et c'est pas forcément, on aurait envie d'aller au-delà, on a matière à progresser. Et donc l'objectif aujourd'hui, dans un premier temps du gouvernement, est au moins de faire converger notre pays vers la moyenne européenne. Alors, un des points d'entrée, à mon sens, sur la fiscalité, c'est qu'il ne faut pas que l'État considère que c'est un moyen de rendement financier. Ça ne peut pas être considéré que cette là, c'est pas ça, c'est au contraire une vocation, cette fiscalité, à changer dans la durée les comportements de nos concitoyens en contribuant à l'amélioration des conditions de vie d'aujourd'hui et demain. Et en même temps, il faut être conscient, quand on parle de fiscalité écologique, qu'on ne peut pas envisager une mesure de fiscalité environnementale qui ne prenne pas en compte les enjeux de compétitivité de nos entreprises et de pouvoir d'achat des ménages. Et je crois que c'est justement en croisant ces trois données, l'efficacité et la pérennité de la mesure fiscale, et en même temps les enjeux économiques de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est quand on arrive à croiser ces trois données-là qu'on arrive à avoir une fiscalité efficiente, à mon avis, et qu'on pourra être efficace dans notre pays. Et donc, je pense que on va dire le signal qu'on appelle le signal prix, qui doit permettre de faire évoluer les comportements, doit vraiment être lisible à court terme et compréhensible par tous pour que ça puisse être intégré par tous. Alors sur cette fiscalité écologique, les chantiers prioritaires aujourd'hui, qui pour certains sont en cours,
La première chose, c'est durcir le malus automobile pour les véhicules les plus émetteurs de CO2. C'était le cas dans le cadre de la loi de finances 2013, c'est la généralisation de la taxe des activités polluantes sur les polluants atmosphériques. C'est dès 2014 réduire l'avantage fiscal en faveur des biocarburants de première génération, avec comme objectif d'arrêter cet avantage fiscal d'ici la fin de 2015. Et puis vraiment, je le disais dans les premières mesures du gouvernement, l'inscription dans les missions de la Banque publique d'investissement, le soutien à l'innovation et aux investissements dans les secteurs de transition écologique et énergétique. Avec une méthode sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, qui caractérise notre gouvernement, c'est la concertation et d'agir avec l'ensemble des partenaires sur le sujet. Moi, j'ai tendance à dire dans tous les débats, quel que soit le sujet, qu'il est fini le temps où le gouvernement et le Parlement décidaient dans son coin des choses sans trop de concertation, mais qu'une mesure, pour qu'elle soit bonne et appropriée, et puis pour que les gens s'en emparent, il faut qu'elle soit concertée, discutée, dialoguée et mise dans le débat, et puis qu'après, chacun prend ses responsabilités. Il s'agit même de trancher à un moment donné, mais que la concertation est un élément essentiel aussi du dispositif. Alors pour finir, sur le plan national et en particulier à l'Assemblée, je vous le disais, donc il y a une commission plus spécifique qui travaille dessus, de la réflexion du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais bien entendu, les commissions des finances et des affaires économiques ne sont jamais loin quand on discute de ces enjeux-là. Il y a une loi en cours qui a déjà été examinée en première lecture, après quelques péripéties à l'Assemblée, qui est cette semaine en ce moment, débat au Sénat sur la tarification progressive sous une forme de bonus-malus pour les consommations d'énergie de réseau. Il y a déjà eu au Parlement un certain nombre de débats sur le sujet, et le prochain est à la fin du mois, dans le cadre de la semaine de contrôle, sur les différents dispositifs d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Donc vous voyez, ce sont des débats qu'on a actuellement au Parlement, et puis des groupes de travail propres, on va dire, à nos groupes parlementaires, puisque même si on travaille au niveau du gouvernement, au moins pour trois d'entre nous au quotidien et à l'Assemblée nationale tous les quatre ensemble, nos groupes ont une réflexion aussi en interne, et nous on a un groupe de travail sur ces questions-là, et qui a déjà travaillé en particulier sur la fiscalité écologique. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous dire comme introduction, et puis je sais que le débat est plus proprement parlé sur les enjeux régionaux, mais de toute façon la réflexion à l'échelle de la région, on ne peut pas s'exonérer, et jamais loin du débat des enjeux nationaux. Les enjeux de notre région sont finalement les mêmes que nationalement, donc c'est pour ça que moi j'ai souhaité vraiment porter comme ça le débat. Je confirme que même si vous ne siégez pas dans une commission ad hoc, c'est le regard du législateur, et justement, vous avez brassé un certain nombre de problématiques, notamment économiques, autour de ces questions-là. Je vais vous demander de passer le micro à Gilles Dedier, et je vais vous demander, Gilles, de rappeler à quel titre vous êtes ici présent. Je suis ici présent. Alors, on me dit toujours que je ne range pas ces micros, donc... Je suis présent au titre de l'invitation du PRG à Europe Écologie. Donc je suis ici présent au titre d'Europe Écologie. Alors après, si tu tiens à ce que je dise, que je suis vice-président de la région centre chargé des questions d'énergie, je vais dire voilà, qu'on sera la région des organisateurs du débat que Valérie a lancé sur la transition énergétique dans ses aspects décentralisés, je vais dire aussi. J'en serai probablement à un moment un appel à ce que vous vous saisissiez de ce débat, parce qu'effectivement il s'agit de questions complexes, mais qu'on peut comprendre, et en tout cas dans lesquelles il est absolument important qu'il y ait une mobilisation citoyenne et qu'on sorte de simplement des débats de spécialistes, parce que c'est bien d'ouvrir le débat, mais des fois quand on ouvre le débat, on a surtout des lobbies. Et en matière d'énergie, les lobbies, on en a des paquets quand même. Je voudrais vous rappeler des épisodes sur
crée des bateaux qui s'échouent et tout, qui sont condamnés dans un premier temps, qui sont plus condamnés après, et puis finalement les choses s'en vont tranquillement. Ça indique qu'il y a des poids relativement importants de l'ONU. Si vous voulez, on parlera aussi de la difficulté à fermer Fessenheim et des obstacles qu'on met sur une volonté qui est quand même une volonté politique. C'est pas rien les lobbies en matière d'énergie, et donc si on ne veut pas laisser le pouvoir aux lobbies, il faut que nous le prenions. Voilà. Et donc j'envoie cet appel, participez au débat, prenez-le, saisissez-vous-en. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, en fait, donc, j'ai dit que je n'étais pas là comme vice-président, donc j'arrête de faire le vice-président et je vais parler pour exprimer un positionnement. Voilà. Alors, je vais d'abord dire la satisfaction que j'ai d'entendre Valérie, et en particulier les positions qu'elle a prises sur les questions de fiscalité environnementale. Je veux dire, je suis content que cette réflexion-là soit une réflexion partagée. Alors, j'ai tout de suite envoyé une pique. J'espère que cette discussion-là, dont je sais qu'elle traverse le ministère de l'Environnement, qu'elle traverse un certain nombre de parlementaires, j'espère qu'elle arrivera jusqu'au ministère du Budget. J'ai dit, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on n'ait pas une certaine tendance à faire de ce côté-là, qu'il n'y ait pas des vraies pesanteurs là aussi sur cette question-là. Alors maintenant, pour situer le débat, je pense que Valérie a absolument eu raison de situer dans un contexte de crise, mais de crise extrêmement profonde, et qui est une crise qui se traduit, je dirais, à tous les bouts de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'à un bout de la chaîne de production, les ressources sont en train de s'épuiser, mais elles s'épuisent réellement. Les ressources énergétiques sont dans un état. Alors on a ici des gens dans la salle spécialistes, mais donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais nous avons des ressources qu'on appelle fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. C'est moins vrai pour le charbon, mais l'exploitation pose des problèmes absolument considérables de pollution, mais nous sommes de toute façon avec des énergies qui sont épuisables, qui sont des énergies fossiles, qui sont créées il y a des millions d'années et qui ne se reproduisent pas rapidement. Et donc, nous sommes avec une perspective d'épuisement de ces ressources. J'en profite, et vous allez me reconnaître, pour dire que l'uranium aussi, c'est compliqué. Parce qu'il y en a un peu partout, l'uranium, mais l'exploiter, du exploitable, il n'y en a pas énormément. C'est pas si simple que ça. Et puis pendant que j'y suis, je fais un petit couplet sur le gaz de schiste et sur les pétroles bitumineux. C'est vrai qu'il y en a, mais comme ils sont disséminés, et c'est un peu le même problème que les questions de l'uranium, aller les chercher devient de plus en plus difficile, et les exploiter de façon économique suppose de faire de tels dommages à l'environnement qu'on récupère à l'autre bout des dommages absolument considérables. Donc on est bien, à un bout, dans une perspective d'épuisement des ressources. Et à l'autre bout, notre activité produit alors des déchets, je ne sais pas si les gaz à effet de serre, c'est plus compliqué de les appeler des déchets, puisque les gaz à effet de serre, vous le savez, ils sont nécessaires à la vie. C'est-à-dire que c'est grâce au gaz à effet de serre qui ne fait pas moins 17 sur la planète. Le problème, c'est que c'est grâce au gaz à effet de serre qui fait une température tempérée, mais si vous avez trop de gaz à effet de serre, là, la température ne sera plus tempérée, et donc on va se retrouver avec des dérèglements climatiques extrêmement importants. Or, dans un équilibre naturel qui produisait des gaz à effet de serre, l'activité humaine est en ce moment en train de produire des quantités de gaz à effet de serre absolument considérables et qui modifient déjà de façon considérable le climat. C'est d'une certaine manière le résultat d'une activité humaine, au même titre que les déchets. Je vous rappelle, vous savez, l'île qui se balade au milieu du Pacifique, qui est entièrement formée de déchets, c'est d'une mort, et j'en profite pour dire, c'est d'une mort que les déchets nucléaires que nous entreposons, en ne sachant pas du tout ce qu'on en fera, et avec certains qui ont des périodes de plusieurs milliers d'années, et donc sur lesquelles on ne sait même pas comment on arrivera à gérer les choses. Et sans aller jusque-là, je rappelle qu'on est en train d'entreposer dans une forêt de la Meuse et dans d'immenses blocs de béton des déchets qui ont une durée de vie de 300 ans, et que, bien malin, celui qui est capable de dire dans quel état sera le béton dans 300 ans et ce qu'on va léguer aux gens qui vont trouver ce bébé au milieu de la forêt de la Meuse, qui sera probablement encore une forêt, dans 300 ans. Et donc on est bien dans un mode de développement où on est totalement prédateur à un bout,
et nous, on est en train d'épuiser les ressources, et de l'autre bout, on est en train de gâcher l'environnement planétaire sous différentes formes, de telle manière qu'il est assez possible qu'on rende la planète invivable. Donc cet ensemble-là rend absolument nécessaire la transition. Alors, la transition en général, mais plus spécifiquement la transition énergétique, puisque c'est plutôt les ressources énergétiques, mais pas seulement. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de métaux sur lesquels on commence à avoir un peu des problèmes, qui s'épuisent, et à l'autre bout, les gaz à effet de serre, c'est principalement les consommations énergétiques qui les produisent. Pas seulement. Je rappelle que les intrants sous forme de nitrate de façon abusive dans la Terre produisent aussi des gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre qui est le protoxyde d'azote, qui est un des coefficients particulièrement ravageur et qui lui-même est un très puissant gaz à effet de serre. Et peut-être, on va amorcer le débat, mais c'est un peu plus compliqué, peut-être aussi que la nourriture extrêmement carnée sur laquelle nous avons développé notre système est aussi un petit peu, même beaucoup, contributeur de production de gaz à effet de serre sous forme de méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre à puissance relativement élevée. Donc on est sur un mode de développement qui est proprement insoutenable. Et donc quand le mode de développement est insoutenable, il faut en changer de façon radicale. Valérie a eu raison de dire que dans le débat, et je crois que c'est un point de vue assez largement partagé pas par les lobbies, je voudrais insister là-dessus. Mais en tout cas, il n'y a pas de solution si on ne baisse pas de façon considérable les consommations d'énergie. C'est un principe de base absolu. Il n'y a pas d'énergie géniale, extraordinaire. Vous savez, vous connaissez le thème de Gigawatt, qui est la seule énergie qui ne produise pas de nuisance, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et profondément, nous avons absolument besoin d'abord de consommer beaucoup moins d'énergie par la sobriété. Vous savez, la sobriété, c'est juste pas consommer de l'énergie quand ça sert à rien. Et par l'efficacité, c'est consommer l'énergie de telle manière qu'on consomme moins pour satisfaire les usages. Ces deux aspects-là sont absolument fondamentaux. Nous sommes dans une société qui a été intoxiquée à l'énergie. Je vais être très précis là-dessus. Il y a eu de l'énergie abondante pour des raisons qu'on peut développer. Il y a eu un programme nucléaire qui a fait qu'il y avait de l'énergie extrêmement abondante, qui fait que nous avons des immeubles qui sont moins bien isolés que dans la plupart de tous les autres pays d'Europe, et qui, de surcroît, ont les espèces de machins là, que nous appelons les grippins, nous autres, qui travaillons sur les questions d'énergie, qui consomment des quantités d'énergie, qui en plus consomment de l'énergie qui, au départ, était de l'énergie thermique, qui a été retransformée en électrique, qui est retransformée en thermique, ce qui est catastrophique du point de vue du rendement. Et donc, nous avons développé des modes de consommation, de production, d'habitat qui sont absolument gaspilleurs d'énergie. Et ceci explique que nous ayons des retards considérables sur toute une série de secteurs où d'autres pays qui n'avaient pas cette intoxication à l'énergie ont réussi, eux, à développer des programmes. Ceci pour dire que on peut toujours essayer de chercher dans les gaz de schiste, dans les trucs, l'énergie miracle qui la permette de continuer à être intoxiquée plus longtemps, mais la vraie solution consiste à se désintoxiquer tout de suite et donc à faire des économies d'énergie. Voilà, c'est sur le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, les énergies qu'on utilisera cependant. Eh bien, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut n'utiliser que des énergies renouvelables, c'est-à-dire laisser la planète à la génération d'après dans l'état où on l'a trouvé, pas exactement dans l'état où on l'a trouvé, mais en tout cas avec les mêmes moyens que ceux que nous avons. Et les énergies renouvelables, ça marche. Alors, ça marche à condition d'avoir fait toutes les économies d'énergie auparavant. Un mot sur les économies d'énergie, puis je reviendrai sur l'énergie renouvelable. Nous sommes que l'élément sur lequel nous pouvons vite, très vite, faire des économies d'énergie, c'est le bâtiment. Parce que un certain nombre de gens ont fait des expériences, les régions ils sont pour les choses, hein. Les régions ont été plutôt pilotes sur ces questions-là, les techniques sont pratiquement au point, nous avons aussi, parce que dans l'Europe il y a aussi des gens qui ont travaillé, nous sommes passés, regardez-le bien, nous sommes passés d'une RT 2005 à une RT 2012, c'est 7 ans seulement. Nous avons divisé les normes par 2,5. Voilà. Et donc, nous sommes effectivement sur une transition qui permet effectivement d'envisager de réduire de façon très considérable nos consommations d'énergie pour le chauffage. Restera à regarder les autres usages dans la maison, mais tout ça est du domaine du possible, du visible rapidement. Il faudra aussi réduire sur les transports.
Et sur les transports, ça vraiment, ce n'est pas d'électricité, c'est pas tout ça, etc. Mais sauf que les transports, c'est quand même le deuxième poste de consommation d'énergie. Et on ne peut pas imaginer qu'on continue à dépenser autant d'énergie sur les transports. D'où la question de la voiture, mais aussi, bien entendu, d'où la question de tous les transports doux, de tous les transports en commun, et plus fondamentalement, d'un urbanisme qui n'oblige pas à faire 30 km tous les jours pour aller à son boulot. Et ça, c'est une question complètement fondamentale, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour économiser de l'énergie kilomètre par kilomètre. Si on continue à rallonger les transports contraints au fur et à mesure qu'on gagne en efficacité, on continuera à dépenser de plus en plus d'énergie sur les transports. Après, il reste un certain nombre d'autres éléments sur lesquels on doit avoir des buts de réduction. Je suis lisse. Sur les énergies de substitution, alors rapidement, les énergies renouvelables, on a tendance à dire qu'elles viennent toutes du soleil. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a sur Terre, elle vient du soleil. Alors je les énumère rapidement. C'est l'énergie du soleil qui permet de faire pousser des arbres, etc. Et donc toute la production de ce qu'on appelle la biomasse, elle vient du soleil. Il y a un vrai gisement de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut brûler du bois, on peut faire du méthane à partir d'un certain nombre de produits agricoles. Je mets tout de suite un bémol, à condition de ne pas faire de l'agriculture uniquement pour fabriquer du méthane, c'est-à-dire à condition de se rendre compte que l'agriculture c'est quand même d'abord de la nourriture, parce qu'on a aussi cette responsabilité, mais on peut effectivement l'obtenir, et donc c'est probablement la première source en région centre. En tout cas, c'est la première source actuellement, et ça risque de rester longtemps. Deuxième source, toujours en région centre, le vent, qui est une énergie particulièrement renouvelable. Je le dis ici, la région centre est une région particulièrement favorable à l'éolien. Particulièrement favorable parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est entre l'océan et la région centre, donc il n'y a pas grand-chose qui est clément, et donc nous avons des vents relativement réguliers, à peu près toujours dans la même direction, et qui permettent de faire de l'éolien. Bon, j'ai une carte du bon. Troisième point. Troisième élément sur ces énergies-là, la géothermie. La géothermie, c'est l'énergie du sol, c'est l'inertie du sol, c'est le fait que le sol reste chaud, même plus chaud que l'air extérieur en hiver. Nous avons des possibilités particulières pour ce qu'on appelle la géothermie sur nappe, mais j'y reviendrai si vous me le demandez, c'est-à-dire aller chercher l'eau sous terre, la faire remonter, la faire passer dans les pompes à chaleur, récupérer les calories et renvoyer l'eau sous terre. Parce que nous avons un certain nombre de nappes, nous sommes sur un bassin sédimentaire et il y a des nappes alluviales en assez grand nombre. Nous pouvons aussi faire de la géothermie sur sonde, mais là-dessus on n'est pas particulièrement favorisé parce qu'une géothermie sur sonde, ça consiste à faire un trou dans le sol et à envoyer un fluide à l'intérieur qui remonte, réchauffé par une fois qu'il est passé dans le sol, et ça on peut le faire partout. Il n'y a pas de raison particulière de le faire chez nous. À la limite même, le fait d'être obligé de traverser les nappes souterraines, c'est plutôt un inconvénient. Parce que si on traverse des nappes souterraines, comme on n'est pas des salmons, on est obligé de cimenter pour que les nappes souterraines ne soient pas bousillées. Et, j'ouvre une parenthèse, si on avait toujours fait ça, on aurait probablement moins de problèmes de pollution dans nos nappes souterraines dans la région. Ensuite, le solaire. Le solaire direct. Le solaire thermique, franchement, c'est une bonne solution. Et on est en panne en ce moment sur le solaire thermique, et c'est dommage. Parce que c'est, en particulier pour produire de l'eau chaude sanitaire, c'est plutôt une bonne solution. Et il faudra que le solaire thermique redémarre. Le solaire photovoltaïque, c'est aussi une bonne solution. Et c'est en plus une technologie qui est en train de monter à maturité extrêmement vite. Et donc, on arrivera très rapidement à des rendements tout à fait satisfaisants pour le photovoltaïque. Alors en même temps, je vais mettre un bémol, le photovoltaïque, ça suppose d'être très ensoleillé. On n'est pas la région la plus ensoleillée de France. On est à peu près sur une limite où ça devient intéressant. En tout cas, comme énergie décentralisée sur les toits, c'est une très bonne énergie. C'est tout à fait une énergie intéressante. Je vais terminer sur un dernier point, puis après, se posera aussi la question du transport de l'énergie. Et c'est une bonne idée de ne pas être obligé non plus de transporter de façon considérable. Alors nous avons en ce moment un système extrêmement centralisé, avec des grosses usines, alors les usines thermonucléaires, je ne dis pas, vous avez vu, mais aussi les autres. Et donc, la transition énergétique, c'est probablement passer d'une énergie extrêmement centralisée, avec des grosses lignes pour répartir, à une énergie beaucoup plus décentralisée. Ceci dit, ne me faites pas dire que j'ai dit qu'il n'y aurait plus besoin de réseau, parce que clairement, on aura besoin de rééquilibrage entre différentes zones et tout, et il y aura des problèmes de ce type-là.
de la fiscalité écologique était, de mon point de vue, une question complètement fondamentale, je vais terminer sur un dernier point. On aura un plan de rénovation thermique des bâtiments si on met en place un certain nombre de mécanismes réellement déclencheurs. Et il y en a plusieurs. Premièrement, il faut qu'il y ait des subventionnements. Et ça, les subventionnements, ça se fera aussi avec de l'argent public, et ça se fera si on arrive à développer la fiscalité écologique. Sinon, l'argent ne tombera pas du ciel, on ne l'aura pas, donc il faudra ces éléments-là. Deuxièmement, il faudra des possibilités de financement à long terme. Et donc il faudra que définitivement les banques se remettent à financer des projets à long terme, qu'elles sortent du court terme dans lequel elles sont enfermées, et que par conséquent, on sépare de façon radicale les activités de dépôt des activités de spéculation. C'est absolument fondamental, et c'est pas seulement fondamental pour des questions de moralité, c'est fondamental pour réorienter l'argent de notre épargne sur des activités de long terme et donc absolument efficaces. Voilà. Et troisièmement, il faudra probablement aussi être capable de légiférer et par exemple de dire qu'on n'a pas le droit de louer un appartement quand on est bailleur privé, on n'a pas le droit de louer un appartement insalubre, et de la même façon, on n'est pas forcément, on pourrait estimer qu'on n'a pas le droit non plus de vendre un appartement qui est une passoire thermique dans lesquelles de toute façon le locataire va avoir des factures absolument gigantesques à payer. Ça n'est pas forcément humain, et donc je pense qu'il faudra légiférer sur cette question aussi. Sous pression de quelque lobby que ce soit. Par contre, juste avant de passer la parole à Laurent Fontel, je voulais juste vous poser une question, puisque vous êtes le représentant d'Écologie et Verts, Europe Écologie et Verts. Est-ce que vous êtes satisfait, plutôt satisfait, très satisfait de voir qu'au moins sur le papier, aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques s'intéressent à cette question environnementale, écologique, qui passe par le biais de l'énergie? Est-ce que c'est une satisfaction que tout le monde se soit emparé de cette question-là? Et le corollaire, évidemment, c'est de savoir si vous êtes satisfait que ce ne soit plus la seule question traitée par les écologistes de manière marginale. Premièrement, les écologistes ne traitent aucune question de façon marginale. Ils traitent que des questions générales. Non, mais ça a été pendant très longtemps une question marginale sur l'échiquier, dont est le seul. Voilà. Disons les choses rapidement. Dans les préoccupations environnementales au sens large, la question du climat est relativement récente. Y compris pour moi qui suis un vieil associatif, la question du climat, j'ai vu apparaître il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on disait, il faudra se préoccuper, il va peut-être y avoir, on verra, etc. Maintenant, tous les ans, le GIEC nous donne une augmentation de température de 1 degré de plus à la fin du siècle. Et donc, on est sur des phénomènes où l'emballement est absolument considérable. Absolument considérable. On en est maintenant, je veux dire, j'ai entendu le Pelletier, que vous connaissez, qui était ambassadeur sur le climat, j'ai entendu à l'agence de l'eau expliquer que l'augmentation du niveau de la mer, peut-être 2 mètres, 3 mètres. Essayez d'imaginer toutes les plages que vous connaissez avec 3 mètres de plus de niveau de la mer. Et essayez d'imaginer le Bangladesh avec 3 mètres de plus du niveau de la mer. Donc on est sur des phénomènes absolument considérables. En plus, ce qui s'est passé, c'est que les phénomènes de boule de neige, on les a découverts. C'est-à-dire, la neige fond, le sol est plus noir qu'avant, mais un sol blanc renvoie le rayonnement, un sol noir l'absorbe. Et donc, quand vous n'avez plus de neige, le phénomène d'accélération de réchauffement, le phénomène de réchauffement s'accélère. L'océan chauffe, il capte moins de CO2, il relargue du CO2. Vous imaginez, vous réchauffez, vous avez du CO2, ça réchauffe, le fait de réchauffer relargue du CO2. Le permafrost, c'est un truc qui a été connu. Le permafrost, c'est la terre de Sibérie, pas seulement de Sibérie, qui est complètement gelée. Elle piégeait des quantités considérables de CH4 de méthane. Ce méthane, dès que ça fond, ce méthane est relargué. Donc vous avez des masses de méthane qui remontent. Et donc, le phénomène fait un phénomène, et pas un phénomène autorégulateur, c'est l'inverse. C'est un phénomène qui a tendance à s'accélérer. Et ça, on est en train de découvrir. Donc voilà, juste pour dire, en 10 ans, nous avons pris conscience de phénomènes qui sont des phénomènes dramatiques. Alors après, moi je tendance à dire que souvent le politique c'est la fin. C'est-à-dire que c'est d'abord en partie des sphères dans l'opinion publique qui sont limites. Regardez, ça y est, cette question-là, elle commence à être présente. Alors, on l'oublie, hein, je ne dis pas que ça induit forcément des comportements toujours vertueux, mais en tout cas, cette idée est présente. Et donc,
c'est normal que les questions aient été saisies par tout le monde. Alors après, évidemment, je vais dire qu'elles sont insuffisamment prises en compte. Mais honnêtement, quand j'ai entendu ce que disait Valérie, la somme des mesures, et j'ai dit ici que je pensais qu'elles n'étaient pas forcément suffisantes, et cette somme de mesures indique une vraie préoccupation. Voilà. Et donc c'est ça aussi qui va nous permettre d'avancer. Merci au ministre de l'Embauche. Merci à Thierry puis au PRG pour avoir organisé cette confrontation, cet empilement d'idées, ce premier débat. Je vais essayer en quelques minutes, beaucoup de choses ont été dites et que peut-être je vais redire parce que je me suis préparé, je vais essayer de rester sur le cadre que je me suis donné avant de présenter les propositions que formule le Parti communiste et le Front de gauche. Mais avant de parler des solutions, peut-être effectivement revenir sur les problèmes, les problématiques qui nous sont posées. En essayant pas forcément de redire des choses, mais en les complétant. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'énergie? On parle de transition énergétique, mais qu'est-ce que c'est l'énergie? Donc l'énergie, c'est quand même le moteur du développement humain. Je m'explique. L'énergie, on a commencé à exploiter réellement l'énergie à partir de la révolution industrielle, et c'est parce qu'il y a eu la possibilité d'avoir de l'énergie qu'il y a eu la révolution industrielle. C'est pas la révolution industrielle qui a généré l'énergie, c'est parce qu'on a été capable de prélever d'abord du charbon, du gaz et du pétrole. On a su faire fonctionner des machines, les créer. Ces machines ont été capables de remplacer du travail humain, de moderniser le travail humain, et qui a fait qu'au bout du compte, les hommes qui étaient essentiellement agriculteurs, qui passaient leur temps à être agriculteurs, à couper du bois, ont pu faire d'autres choses. L'énergie est partout. Donc l'énergie, ça sert à nous éclairer, bien sûr, à nous chauffer, à nous transporter. Sans énergie, se soigner, étudier, ça serait très compliqué. Donc le lien entre développement humain et accès à l'énergie est indissociable. Et il suffit de regarder une seule chose, c'est que là où l'espérance de vie est la plus forte sur la Terre, c'est là où on consomme de l'énergie. En Afrique, on ne consomme pas d'énergie, on meurt à 30 ans. En Europe, en France, parce qu'on a de l'énergie, on a une espérance plus grande. Donc en conséquence, moi ce que je pense, c'est que l'accès à l'énergie devient un droit fondamental sur cette terre qu'on dit unique, universelle, et qu'elle est source de progrès et qu'elle devient un droit. Et qu'il n'y a pas de progrès sans énergie. Et qu'à contrario, l'iniquité devant l'accès à l'énergie provoque tout ce qu'on voit aujourd'hui, les conflits, les guerres et les drames qui existent sur cette planète. Donc c'est un des premiers éléments à prendre dans notre débat. Donc, quelle énergie utiliser dans le monde? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'énergie carbonée. Il y a l'hydraulique, la biomasse, le nucléaire, les énergies nouvelles. Mais le problème, quand même, il est qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée est l'énergie fossile. Donc, gaz, ça a été dit, charbon et pétrole. 80% au niveau mondial. En France, c'est un peu moins parce qu'il y a le nucléaire, mais c'est sensiblement les mêmes proportions. Pour se transporter, on utilise beaucoup le pétrole. Et donc, il y a un avantage à ça, et deux inconvénients. L'avantage, c'est que c'est des énergies gratuites. On a au même titre que le solaire ou l'éolien d'ailleurs. Le pétrole, il suffit de creuser un trou pour le prendre. Ce qui coûte, c'est l'énergie, c'est le travail des hommes pour le raffiner et le transporter. Mais à l'origine, le pétrole, on n'a pas eu à le fabriquer. Donc il est gratuit, c'est un avantage. Et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le pétrole, qu'à voir le PSG, le Qatar, etc. Entre parenthèses. C'est une énergie facilement stockable, transportable et utilisable. Dans un litre de pétrole, d'essence, vous avez autant d'énergie que plusieurs dizaines de personnes devraient, en pédalant sur un vélo, faire en une journée. J'ai calculé, il faut que je vérifie mon chiffre, j'ai calculé 200 personnes. Vous mettez 200 personnes sur des vélos pendant une journée, ils produisent pas plus d'énergie qu'un litre d'essence. Donc ça a été un miracle du développement économique, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors les inconvénients.
qu'il y en a deux gros, que j'ai noté deux gros, ça a été dit, c'est que c'est des énergies de stock. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, il y a un pic, puis il va y avoir une fin. Tant qu'on pouvait en prendre, il n'y a pas de problème, on ne se posait pas ces questions qui sont posées aujourd'hui. Mais là, on arrive à un problème, c'est qu'on découvre en ce moment moins d'énergie qu'on consomme chaque année. Alors, on découvre moins d'énergie, de réserve, de nouvelles ressources énergétiques qu'on en consomme chaque année. Donc, on se dit, on est sur la symptote là, et puis très certainement, on va diminuer. C'est vrai pour le pétrole et le gaz, un peu moins, et puis un peu plus loin le charbon. Mais l'idée est là, quoi. Et c'est de la mathématique, ça. C'est pas une idée. Et là, on est tous d'accord. C'est pas une question de droite, de gauche, etc. C'est des choses scientifiques, mathématiques, quoi. Et le deuxième point inconvénient majeur, c'est que ça produit du CO2. Ce qui a été dit au moment tout à l'heure. Donc, un réchauffement climatique dont on ne mesure pas toutes les conséquences aujourd'hui. 32 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées chaque année dans l'atmosphère. Alors, je vais regarder, pour la France, on rejette 6 tonnes par habitant en France. On est meilleur que les Allemands, parce que les Allemands, c'est 10 tonnes. Donc, si on regarde de ce point de vue-là, on est meilleur que les Allemands. Les USA, c'est quasiment 30 tonnes. Les Africains, c'est à peu près zéro, parce que vu qu'avec les forêts, etc., ils régénèrent le CO2, donc ils sont... Mais, je n'en parle pas de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc les conséquences, on le sait, hein, c'est la disparition d'espèces animales, la modification de la biodiversité, c'est l'augmentation des niveaux des mers qui va sans doute avoir lieu, des tempêtes, et l'émigration humaine, les gens à 80%, les gens vivent au bord de la mer sur la planète. Toutes les grandes capitales du monde sont au bord des océans. La sécheresse, etc. Donc, s'il y a une chose qu'il faut qu'on retenir, parmi les choses qu'on doit retenir, c'en est une, ça, c'est que nos actions, elles doivent aller vers ça, la réduction drastique de la production de CO2. Et donc le GIEC, dont on a parlé aussi tout à l'heure, qui est un groupe d'experts international qui a été mis en place par le G20, donc c'est vraiment des gens indépendants, qui calculent, il y a à peu près une vingtaine d'équipes de chercheurs, de 20 équipes de 50 chercheurs en ce moment sur la planète, qui essaient d'élaborer des modèles mathématiques pour voir l'évolution de la température au niveau du monde, et tous, alors, ils n'ont pas les mêmes modèles, mais tous convergent vers la même chose. Il va y avoir un réchauffement climatique, avec des effets rétroactifs, des effets chaotiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ça va rebondir en tout cas. Et donc, on doit être préoccupé par rapport à ça à deux choses. C'est que les dernières conférences internationales, et là, la prochaine qu'elle a eue en France, c'est très bien, parce qu'elles ont abouti à des échecs, quand même. Aucun pays ne pourra stabiliser son propre climat sans que les autres pays n'interviennent aussi. Donc aussi, c'est une question, c'est une des grandes questions humaines sur cette planète. C'est peut-être la première question, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est tous confrontés humains à un même problème, régler ce problème d'énergie. Ça peut transcender les forces quelque part, les actions. C'est un défi planétaire. Troisième chose, ça a été abordé, c'est quelle quantité d'énergie il faut pour l'humanité demain. Parce que ça, c'est un problème de dire on a bouffé de l'énergie, c'est pas bien, ça pollue, ok, il faut réduire. Bon, le problème, c'est est-ce que si on réduit notre énergie, est-ce que le niveau de vie va diminuer? Actuellement, 80% des ressources de la planète sont consommées par 20% de la population. 80% par 20%. Donc il y a un problème de répartition. 1,5 milliard d'êtres humains
n'a pas accès à l'électricité. Et aujourd'hui, pas avoir l'électricité, c'est comme nous, comme on vivait avant la Révolution française de 1789. C'est passer son temps à aller chercher l'eau, c'est passer son temps à aller chercher du bois pour faire cuire etc. Il y a quand même 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. 7 millions de morts par an parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Donc c'est aussi des problèmes qu'il nous faut prendre en compte dans cette problématique. Bon. Et il y avait une prévision pour 2050 où on va passer de 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, 2050 c'est quand même demain, à 9 milliards. En France, la précarité énergétique existe aussi. Je vois des gens du Secours populaire, j'espère qu'ils prendront la parole tout à l'heure. Je parlais de ce qui se passe ailleurs entièrement, mais ici aussi en France, il y a la précarité énergétique, elle existe. Nathalie Kosciusko-Morizet avait demandé des rapports, etc., quand elle était ministre, voilà, chapeautait plus ou moins toutes ces questions d'environnement. 100 000 coupures de gaz, 150 000 coupures d'électricité par an. Et du coup, s'il était là, on pourrait parler de ce qui se passe à la source, des familles qu'on coupe le jus parce qu'elles n'ont plus de quoi payer. Quoi. Le prix du gaz a augmenté de 60% depuis 2005. Est-ce que pour autant, on en consomme moins? Non, parce que c'est un besoin. D'accord. Donc, on a ce problème devant nous. C'est répondre aux besoins humains et quantité. Donc, comment régler cette équation? Les besoins vont augmenter parce qu'il y a besoin de développement et il faut qu'on utilise l'énergie autrement. Et puis, quatrièmement, c'est dans quel monde vivons-nous? Alors là, ça n'a pas été trop abordé, mais c'est peut-être ce que peut apporter le Front gauche et le Parti communiste dans cette problématique. C'est quand même, chers amis, on vit dans un monde qui est dominé par le capitalisme, où sans faire de leçons ou être préemptoire, où le seul objectif c'est de faire du fric pour tout, par n'importe quoi. Quand on parle de CO2, on a mis des quotas de CO2. Aujourd'hui, il y a une bourse mondiale du quota de CO2 où les pays riches peuvent acheter des bourses écoutées sur les quotas que les pays n'utiliseraient pas. Quand je dis on fait de l'argent pour tout, on a un truc. Là, quand on parle économie, quand on parle mondialisation, de quoi on nous parle? De guerre économique, souvent de guerre tout court d'ailleurs, de mise en concurrence les uns contre les autres, la question de l'énergie, effectivement, c'est l'appropriation, voire la spoliation des ressources minières des pays riches sur les pays pauvres. Il y a qu'à voir ce qui se passe au Congo en ce moment. C'est la marchandisation de tous les secteurs, santé, transport, éducation, mais aussi environnement, air, eau et biodiversité. C'est vrai qu'Internet est fantastique pour ça. J'ai regardé cet après-midi pour illustrer ça, et je suis tombé sur le cul, quoi. L'entreprise Merck, qui est un grand laboratoire pharmaceutique, a acheté au Costa Rica le droit de propriété de toutes les ressources génétiques sur la flore et la faune de ce pays, en versant 1,3 million de dollars. On en arrive là, quoi. La transition énergétique, c'est forcément s'affranchir de cette domination, de ce monde. Sinon, il y a un problème. Puisqu'en face, on a des gens qui sont prêts à faire de l'argent avec tout et n'importe quoi. Donc, les propositions que nous formions, donc c'est difficile de toutes les donner parce que là, on décide de synthétiser rapidement. On part d'un principe fondamental, c'est qu'on se dit, nous, il faut, principe fondamental, garantir le droit universel à l'énergie et au développement. Il faut qu'on ait ça comme objectif. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à ça. Deuxièmement, sortir des énergies carbonées, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a besoin concrètement aujourd'hui de lancer un programme national de rénovation thermique de l'habitat. Les estimations pour rénover un logement, c'est de 20 à 25 000 € par logement. Rénover d'abord les façons thermiques.
20 à 25 000 euros. Donc ça fait beaucoup d'argent. Donc ce qui va se poser des questions de quel financement, quel rôle de l'État, maîtrise de l'argent public, et toutes les remises en cause aussi de ce fonctionnement capitalistique de la société. Deuxième chose, effectivement, sur la question des transports, donc favoriser les transports les moins polluants. Et là, il y a des choses à faire. On ferme les usines de fabrication de bagnoles, Renault, Peugeot. On licencie par dizaines de milliers de salariés. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avec ces salariés qui leur donneraient de l'espoir de dire, voilà, il faut construire maintenant en France un modèle de voitures moins polluantes, à double énergie électrique, etc. Que l'État reprenne la main alors la nationalisation c'est une chose, mais aussi sur les projets stratégiques de développement industriel qu'on peut avoir aussi. Et donc de mener de front la réindustrialisation de ce pays et créer des emplois avec une planification écologique intelligente. Je pense à l'éolien. L'éolien, il n'y a pas de fabricant français. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des côtes franco-françaises, mais si on réfléchit à des productions énergétiques plus locales, il y a besoin de plein de choses au niveau de la conception, de la fabrication, de l'intelligence humaine pour avoir les instruments qui vont permettre de créer de l'énergie. Deuxièmement, je ne vais pas parler du nucléaire. C'est peut-être la chose qui... sur la nucléaire, personnellement, je me dis, si demain matin, il y a quelque chose qui remplace le nucléaire, là, ok, on ferme. Il ne faut pas hésiter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc la question, c'est contrôle public. Contrôle public. Ne pas céder ça comme c'est en train de se faire vers la privatisation de l'EDF. L'accident de Fukushima, c'est d'abord que qui avait le contrôle des manettes quand il y a eu l'accident? C'est des intérêts privés avant des intérêts d'État ou de public. Donc, on pourrait ouvrir le débat sur le nucléaire, c'est bien le débat qu'on a introduit. Moi, je m'étais préparé un petit peu ici en disant est-ce que le débat va être pour ou contre le nucléaire? Ça, c'est une mauvaise façon d'aborder le débat, parce que, c'en est une, il faut qu'on l'ait, mais ça nécessiterait sans doute de plus de temps, et puis parce que moi non plus, je ne suis pas un expert, j'ai lu, je travaille sur ces questions, et il y a besoin de gens qui ont une expertise, il y a besoin de confrontation. Ce n'est pas des questions qu'on va régler sur un train de barre. Et donc, dans les propositions qu'on fait, c'est un grand pôle public de l'énergie qui reprenne GDF, EDF, Total et Areva. Remaîtrise publique de ces questions. On ne peut pas laisser ça aux marchands. On ne peut pas laisser ça aux marchands. Et donc, j'en terminerai bien sûr sur la question de financement, où tout ça va demander beaucoup d'argent sur du long terme. On sait aussi, là je rebondis sur le capitalisme, où là, quand on dit qu'il faut faire d'argent, c'est tout de suite. Donc la mobilisation d'argent. Et donc, pour terminer, c'est que quand on aborde cette question de transition énergétique, on voit que ça peut transcender, ça doit transcender, ça peut remobiliser. J'ai dans l'image en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment la gauche, les gens, il y a une certaine déception en ce moment par rapport au changement. Donc, si on prend bien ces questions d'énergie, avec des projets ambitieux, de développement, de remaîtrise des citoyens, en mobilisant chercheurs, travailleurs, salariés, habitants, citoyens, il y a des grands projets mobilisateurs qui peuvent donner du sens à la construction de ce monde en ce moment. Il n'y a pas de crise économique en ce moment. Il n'y a pas de crise sociale. Il y a vraiment aussi une crise de sens. Où va ce monde? Où va ce monde? Et donc, nous, on est complètement partie prenante de travailler avec tout le monde sur la question de la transition énergétique, parce que justement, au bout du bout, elle est porteuse de sens au niveau français, au niveau international, et elle est porteuse de sens parce qu'elle nous oblige à réfléchir à du commun,
à de la mise en commun et à de la construction tous ensemble. Voilà. C'est placé, vous ne l'avez pas vu forcément, mais votre voisin a à peu près dominé 128 fois pendant votre intervention, avec des gestes de relativisation assez amusants, mais surtout à un moment quand vous avez, et je vous pose vraiment la question avec une réponse très très courte s'il vous plaît, quand vous avez dit que sur l'épuisement des ressources, tout le monde est d'accord, la droite, la gauche, que c'est pas quelque chose de clivant, et est-ce que, puisque là ce sont 4 partis de gauche qui sont présents, est-ce que c'est une problématique purement de gauche, ou est-ce qu'il est possible d'avoir un travail en commun avec les partis de droite, selon vous? Une réponse très très brève. Moi personnellement, je ne suis pas élu, je côtoie pas forcément les gens de droite au quotidien. Sur la oui, là, quand je disais que la question du pôle des ressources, quand on cherche les chiffres, c'est des groupements intergouvernementaux. Alors, c'est vrai que sur la question des ressources, il y a des spéculations aussi. Par exemple, il y a des pays, notamment en Arabie Saoudite, pour ne pas dévaluer la valeur de leur pays, ils vont faire valoir qu'ils ont plein de ressources, et c'est pas forcément vrai. Mais bon, globalement, tout le monde, donc quand même, les ressources faciles, en tout cas, aujourd'hui, on les connaît. Plus ça va aller, plus le pétrole, il va être compliqué à aller chercher, il va demander de plus en plus d'argent. Ça, c'est pas des choses que, quand je dis c'est pas droite ou gauche, c'est que c'est des vérités scientifiques, quoi. Et il y a besoin, dans ce débat, c'est un débat politique, parce qu'il faut au bout du compte que ça soit la politique qui tranche, enfin, la politique au sens où moi je le donne, mais il y a besoin de tout le monde, il y a besoin de scientifiques, il y a besoin de chercheurs, il y a besoin voilà, c'est dans son sens. On va conclure ce tour de table avec Jean-Marie, ou avec le micro, pour le PRG, donc qui, je le rappelle, est à l'initiative de cette rencontre. Je vais vous demander d'être bref de façon à ce qu'on puisse laisser rapidement la parole à la salle et qu'on puisse rentrer dans le jeu des questions-réponses. Merci beaucoup. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et redites, même parfois. Je pense que je ne vais pas répéter ce qui a été évoqué avec talent avant moi. Par contre, moi je voudrais rappeler quand même que le PRG est un petit parti de gauche, mais qui a une vision fédéraliste de l'Europe. Et pour le PRG, la région, c'est l'unité fondamentale de l'Europe fédérale. Que cette Europe fédérale existe ou pas, elle est quand même quelque part dans nos têtes, elle est quelque part écrite dans le projet européen, même si au niveau politique, elle n'est pas réalisée. Alors, bien sûr, il y a des discours qui sont des discours réalistes qui peuvent faire aussi un petit peu peur, je dirais. Moi, je voudrais quand même qu'on garde de l'espoir, parce que il y a quand même des gens qui travaillent, il y a des chercheurs qui travaillent, notamment des physiciens, j'en connais nombreux, puisque je suis moi-même de ce monde-là, je suis physicien et enseignant de physique. Il y a des solutions d'avenir pour l'énergie. Et notamment, on n'en a pas parlé, mais c'est une solution d'avenir sur laquelle on peut compter, c'est l'hydrogène. Mais ce n'est pas une solution à court terme qui va arriver comme ça, parce que les processus à mettre en valeur, à mettre en technologie, ne sont pas encore maîtrisés. Mais il est clair que l'hydrogène est, avec le solaire, une des solutions d'un avenir énergétique propre. Il y a des expériences qui ont été faites en Islande, puisque l'Islande actuellement est le premier pays producteur d'hydrogène au monde. La compagnie Shell a d'ailleurs installé en Islande un réseau de distribution d'hydrogène pour les autobus. Bon, sans vous donner un cours de chimie, je n'aurai pas cette prétention, mais sachez que la combustion de l'hydrogène ne produit que de l'eau. Pas de CO2, pas de CO, donc pas de gaz à effet de serre. Le président Hollande, que j'ai soutenu personnellement, que le PRG a soutenu, a fait honneur aux chercheurs dès le premier jour de son élection. Je crois qu'il faut faire confiance aussi à l'investissement que le pays peut introduire dans le monde de la recherche. Alors on peut être pressé, c'est-à-dire chercher des solutions à court terme. Ce serait un comportement électoraliste qui pourrait peut-être être payant, je ne sais pas. Mais je pense que le sérieux d'une politique, c'est de persuader la population qu'il y a aussi du long terme et que cet investissement, il doit être continu et non pas par rapport.
Il y a en France une institution qui s'appelle le CNRS, qui a été créée il y a à peu près une cinquantaine d'années, qui travaille sur toutes les solutions énergétiques et qui propose des solutions avec des modèles expérimentaux qui ont déjà été montrés au public. Mais c'est vrai, et c'est ce que disait notre camarade du Front de gauche tout à l'heure, la politique libérale de l'énergie ne permettra pas l'émergence de ces solutions, parce que le libéralisme a besoin de gagner de l'argent rapidement. Et ça, c'est un obstacle. Les solutions énergétiques sont des solutions qui coûtent cher, c'est des solutions qui nécessitent des réflexions et de la concertation entre gens compétents et pas entre gens intéressés. Alors pour ce qui est des petites choses que je pourrais rajouter à ce que j'ai entendu, moi il me semble que la région centre a des atouts. Le thème de notre rencontre, c'est quelles énergies pour la région centre. Nous avons parlé au niveau national. Moi je voudrais qu'on replace la région centre dans le contexte européen de façon à ce que notre auditoire ait quelques chiffres simples à retenir. En mars 2007, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive des 3 x 20. C'est-à-dire qu'avant d'échafauder des solutions miracles qui apparaîtraient comme ça, la Commission européenne s'est dit on va déjà fixer pour 2020, donc pour le 31 décembre 2020, on va fixer 3 objectifs qui s'appellent les 3 x 20. Moins 20% de gaz à effet de serre, 20% d'efficacité énergétique. Nos amis en ont parlé tout à l'heure, notamment dans le travail sur l'isolation des bâtiments. Alors l'efficacité énergétique, en fait, c'est les énergies que l'on va pouvoir économiser. Et plus 20% pour la part des énergies renouvelables dans le package global de la fourniture d'énergie. Donc c'est la règle des 3 x 20. Moins 20% pour les gaz à effet de serre, plus 20% pour l'efficacité énergétique, plus 20% d'énergie renouvelable au total de la fourniture de l'énergie. Et ceci pour 2020, donc ça fait même 4 x 20. Donc ça, ce sont des chiffres faciles à retenir. Alors quels sont les atouts de la région centre? Donc le rouge, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je n'ai quelques chiffres qu'on va comparer à ce qui existe actuellement en termes de fourniture d'énergie. L'éolien, en 2020, pour la région, pour la France, ça peut représenter 25,4 gigawatts. Alors, vous allez dire qu'est-ce que c'est que 25,4 gigawatts? Pour vous donner une petite idée, les centrales nucléaires françaises représentent à elles seules 63,1 gigawatts de production d'énergie. Donc si la France tient son objectif sur l'éolien, cela veut dire qu'en 2020, l'éolien pourra représenter à peu près je crois que ça doit faire à peu près 40% de la fourniture énergétique des centrales nucléaires. Ça ne produit que 25% de la puissance installée. Hein. Oui, donc il faut diviser par 4 pour avoir en réalité ce que ça fournit. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas comparer la puissance installée avec le nucléaire, puisqu'il faut diviser par 4 en réalité pour avoir la production. Oui, mais là c'est en énergie finale. Là, c'est en termes d'objectifs, en puissance installée. C'est en puissance installée. En puissance installée, ça change tout. Oui. C'est la puissance nominale. Voilà. Enfin, je donne quelques chiffres pour qu'on ait une idée des échelles. Le solaire, ça devrait représenter à peu près 5,4 gigawatts installés. Et pour ce qui est des économies d'énergie, donc il faut compter, là je n'ai pas de chiffre en mégawatts, mais c'est toujours l'objectif de 20% qu'il faut obtenir. Quant à la biomasse, c'est-à-dire les bois, les céréales et autres productions qui sont susceptibles de fournir de l'énergie, ça représenterait à peu près 2,5 gigawatts. Donc on s'aperçoit que les énergies renouvelables, c'est un enjeu sur le très long terme. Parce que pour 2020, les chiffres restent quand même relativement modestes par rapport à la capacité en investissement. Mais il faut les tenir, parce que toute étape qui est franchie est une étape qui est gagnée. Donc, alors pour ce qui est de la région centre, il y a aussi un chiffre qui est intéressant, c'est que la région centre est une région qui possède 4 centrales nucléaires qui ont plus de 35 ans. Donc vous les connaissez bien, hein, Belleville, Chinon, 4 tranches, Dampierre, 4 tranches, et Saint-Laurent-des-Eaux, 2 tranches.
Et la région centre, ça représente un capital humain de 4% de la population nationale. Et à elle seule, elle fournit à peu près 18% de l'énergie nucléaire nationale. Donc, cela veut dire que l'énergie nucléaire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est quand même implanté dans la région centre, c'est quand même une énergie qui représente un intérêt financier important, qui peut peut-être éclairer nos politiques sur la façon d'utiliser les bénéfices de cette production. Car la contribution à la région centre est quand même extrêmement importante. Alors, pour ce qui est de la région centre, il y a aussi des atouts qui sont intéressants à étudier sous forme de chiffres. La biomasse en région centre, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est assez exceptionnel. La région centre a 22% à peu près de sa surface boisée. Ce qui veut dire qu'il y a d'énormes réserves de bois en région centre si l'exploitation est faite avec une gestion sérieuse. Quand on a parlé du solaire tout à l'heure, l'ensoleillement du soleil, c'est à peu près 2000 heures. Enfin, la durée d'ensoleillement annuel, c'est 2000 heures en région centre. Et 1 mètre carré de photovoltaïque peut produire 1500 kWh par an. Donc, on peut voir qu'avec ces chiffres, il y a bien sûr un intérêt évident à développer le solaire au niveau individuel, au niveau collectif aussi, pourquoi pas. Il y a des grandes centrales solaires qui ont déjà été construites en France. Par contre, si c'est au niveau individuel, il faut vraiment soutenir la population financièrement, parce que ça coûte très cher l'équipement solaire. Ça coûte très cher et on n'a pas encore une expérience de sa durée de bon fonctionnement. Parce que c'est quand même un matériel qui est exposé aux agressions atmosphériques. C'est un matériel qui nécessite un suivi, un entretien, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les semi-conducteurs, qui sont à la base des cellules solaires, sont des matériaux qui s'usent avec le temps. Il n'y a pas une pérennité à l'infini du matériel solaire. Donc souvent, les gens qui investissent dans le solaire sont déçus financièrement, parce que ça leur a coûté cher l'investissement, et ils ne sont pas sûrs que le crédit qu'ils ont pris sur 10 ou 12 ans pour financer va aboutir à une opération rentable pour eux. Donc ça, c'est vraiment un problème de réflexion. Mais sinon, du gisement solaire, il y en a. Hein, il y a des possibilités. Voilà. Alors moi, je voudrais terminer par ce que le PRG pense de cette affaire. On a dégagé 3 axes. Moi, il y a un 4e axe dont je voudrais que l'on parle, parce qu'il est extrêmement important. Et Valérie Corbe, bien sûr, disait tout à l'heure qu'elle ne faisait pas partie des commissions du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais elle fait partie d'une commission sur l'éducation et la culture. Eh bien, moi je suis professeur, je peux vous garantir que tout est dans l'éducation. C'est une question d'éducation, la façon d'aborder le problème de l'énergie. On a parlé tout à l'heure de l'utilité d'utiliser sa voiture pour faire des déplacements, ou de l'inutilité. On a parlé de la possibilité de faire des économies, par exemple avec le covoiturage. Bon, c'est vrai, mais on n'a pas été éduqués à ça. Surtout les gens de notre génération. Donc il faut éduquer les jeunes, et il faut aussi éduquer les scientifiques. Il faut produire des scientifiques. Or actuellement, rien n'est positif dans cette perspective. Quand on voit dans les facultés des sciences le nombre de jeunes qui se tournent vers la physique et la chimie, on est très déçus. On se demande où on va recruter les scientifiques de demain. Vous avez des licences de physique avec 8 étudiants. Donc c'est pas, c'est pas un investissement qui va être très productif. Il nous faut beaucoup de scientifiques. Quand on voit par exemple le nombre de scientifiques qu'il y a en Corée, au Cambodge, en Chine, en Inde, la proportion dans les étudiants est nettement supérieure. Donc nous avons un effort à faire en ce sens. Et puis enfin, le problème de l'énergie, et je crois qu'on y est tous sensibles, c'est aussi un problème de solidarité entre les générations. Donc il y a aussi en arrière-plan un vrai problème philosophique et politique. Il faut donc y réfléchir, il faut en parler
individuellement, il faut en parler dans les familles, et puis il faut développer les idées quand elles émergent. Par exemple, l'autre jour, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui a émis une idée que j'ai reprise un petit peu à mon compte et je trouve très intelligente. Si on récupérait toute l'énergie contenue dans l'eau chaude qui va à l'égout, on aurait de quoi chauffer une ville à peu près pendant 3 semaines. Une ville de combien de temps? Hein? Ça commence à se faire. Hein. Ça commence à se faire. La PAC sur eau grise, ce qu'on appelle la PAC sur eau grise, il y en a 5-6 projets dans la région centre. Oui. Et ça, et là, il faut que les technologies s'adaptent à ces gisements d'énergie. Parce que le problème, Laurent l'a dit tout à l'heure, si on veut que l'énergie soit accessible à tous, il faut quand même pouvoir la transporter et la distribuer. Or, quelle est la forme d'énergie actuellement qui est la plus facile à distribuer? C'est l'électricité. Il faut donc mettre au point des technologies qui permettent, à partir de gisements d'énergie, comme les eaux chaudes rejetées à l'égout, comme la biomasse, comme les produits de récupération d'énergie sous toutes leurs formes, il faut pouvoir le convertir en électricité. C'est pour ça qu'il nous faut des chercheurs, qu'il nous faut des ingénieurs. Merci beaucoup pour cette conclusion de tour de table, simplement. Juste une petite réflexion, et puis on va tout de suite passer à vos questions. Il y avait aussi un projet, c'était juste une information, j'avais notamment, il y a quelques années de ça, je pense que c'est un projet qui est tombé à l'eau, écrit sur la possibilité de recouvrir le rail de l'aérotrain de panneaux photovoltaïques qui n'a pas vu le jour. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas c'était une idée. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut très concrètement. Et juste pour rebondir sur la question de l'éducation et de la culture, j'entendais récemment, il y a une pétition qui tourne sur le fait de refuser les tablettes numériques en école maternelle et primaire, notamment sur le fait que c'est une surconsommation de produits à se suréquiper pour des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Je ne suis pas sûr qu'effectivement cette génération qu'on appelle Y, du fait justement de l'utilisation forcenée des matériels, de nouvelles technologies notamment et des matériels informatiques, soit forcément un bon signe pour le respect d'une consommation raisonnée. Alors, est-ce qu'il y a des questions, interventions? Alors, je vais vous demander de lever la main, on va au fur et à mesure. Je vais juste vous demander si vous faites partie éventuellement, que ça soit éclairant pour nous, d'une association, d'un parti, si vous parlez avec une spécificité scientifique ou autre, de ne pas hésiter à le préciser. Et si vous vous adressez en particulier à l'intervenant, de ne pas hésiter non plus à le souligner.